Le ministre s'est réuni ce jour, vendredi 8 janvier 2021, dans la salle habituelle des délibérations sous la présidence de Issoufou Mahamadou, président de la République, président du Conseil des ministres. Après examen des points inscrits à son ordre du jour, le Conseil a pris les décisions suivantes. Et en direct sur ce plateau, Nadia Mohamed. Au titre du ministère des Transports, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant organisation des recherches et sauvetage d'aéronefs en détresse en temps de paix. L'adoption du présent projet de décret répond aux exigences de l'article 99 de l'ordonnance numéro 2010-023 du 14 mai 2020 portant code de l'aviation civile en République du Niger qui dispose que l'organisation des recherches et sauvetage des aéronefs en détresse est déterminée par le décret pris en Conseil des ministres. Il consacre une refonte du système de recherche et sauvetage au Niger. Le présent projet de décret a pour objectif de permettre au Niger de disposer d'un instrument juridique efficace d'organisation du système des recherches et sauvetage pour porter assistance à tout aéronef en détresse, quel que soit son état d'immatriculation et la nationalité de ses occupants, conformément à la Convention de Chicago. Par l'adoption du présent projet de décret, notre pays se conforme aux standards internationaux en matière de recherche et de sauvetage, notamment les dispositions de l'annexe 12 à la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée le 7 décembre 1944 à Chicago. Au titre du ministère de la Justice, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret modifiant le décret 2020-309-PRN-MJ du 30 avril 2020 fixant les modalités d'application de la loi numéro 2017-28 du 3 mai 2017 relative à la protection des données à caractère personnel, modifiée et complétée par la loi 2019-71 du 24 décembre 2019. Les données à caractère personnel constituent l'ensemble des informations permettant d'identifier directement ou indirectement les personnes à travers un support informatisé ou non comportant des informations identifiantes fournies volontairement à l'occasion d'une prestation de service quelconque auprès d'un opérateur public ou privé. Au regard des menaces éventuelles que leur usage malveillant pourrait présenter pour la vie privée des citoyens, le Niger, à l'instar des autres pays de la sous-région, a réglementé la protection des données à caractère personnel. Ainsi, la protection des données à caractère personnel a été confiée à la Haute Autorité à la protection des données à caractère personnel par la loi numéro 2017-28 du 3 mai 2017 et le décret 2020-309-PRN-MJ du 30 avril 2020 pris par son application. Sur le plan opérationnel et à l'épreuve des faits, l'étendue de la mission assignée à cette institution nécessite la mobilisation de ressources financières conséquentes. La mobilisation objet du présent projet de décret vise à permettre, entre autres, à l'institution de disposer de ressources optimales générées par ses propres prestations de services d'une part et de fixer les modalités de recouvrement de ces redevances prévues par la loi d'autre part. En outre, le présent projet de décret prévoit, eu égard à l'importance de leurs attributions, une délibération de la plénière des membres de la HAPDP pour déterminer les attributions des directeurs. Au titre du ministère du Plan, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant modification du décret 2016-521-PRN-MP du 26 septembre 2016 portant création, attribution, composition et fonctionnement du Comité national de coordination des actions du G5 Sahel du Niger. Le présent projet de décret est pris pour mettre en conformité le décret 2016-521-PRN-MP du 26 septembre 2016 portant création, attribution, composition et fonctionnement du Comité national de coordination des actions du G5 Sahel du Niger avec la décision numéro 8 G5S-PCM-2018 du Conseil des ministres du G5 Sahel fixant les missions des comités nationaux de coordination et régissant leurs relations fonctionnelles avec le secrétariat permanent du G5 Sahel. Au titre du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant modification du décret 2012-075-PRN-MHE-E du 6 mars 2012 portant classement de la réserve nationale
naturelle de termites de Tintouma. La réserve naturelle nationale de termites de Tintouma a été créée pour la préservation et la gestion durable de la biodiversité sahélo-saharienne. Le présent projet de décret a pour objet de redéfinir les limites de la réserve nationale de termites et Tintouma afin de disposer d'une aire de conservation répondant aux enjeux universels de conservation de la biodiversité sahélo-saharienne. Mesures nominatives. Au titre du ministère de la Renaissance culturelle, des arts et de la modernisation sociale, M. Tahir Boubacar Ibrahim, directeur administratif, matricule 139-542-Y, est nommé directeur des statistiques au ministère de la Renaissance culturelle, des arts et de la modernisation sociale en remplacement de M. Abdoulaye Tahir. Au titre du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, le colonel Ayouba Abdraman, ingénieur en aménagement et protection de l'environnement, est nommé inspecteur des services au ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Le colonel Seydou Moussa Ali, ingénieur des eaux et forêts, est nommé directeur général du développement durable et des normes environnementales au ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Le lieutenant-colonel Amadou Hamsatou, ingénieur des eaux et forêts, est nommé directrice de l'économie environnementale et de la promotion des filières vertes au ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Au titre du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, M. Malangarba Abdou, juriste et ingénieur en télécommunications, matricule 44-847-F, est nommé directeur général de l'École supérieure de télécommunications EST au ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. Au titre du ministère des Enseignements professionnels et techniques, M. Moumouni Halidou, titulaire d'un DEA en histoire politique et sociale, matricule 101-473-E, est nommé conseiller technique du ministre des Enseignements professionnels et techniques à remplacement de M. Sileman Ousmane, admis à faire valoir ses droits à la retraite. M. Amadou Issoufou, professeur d'enseignement secondaire, matricule 572-73-A, est nommé conseiller technique du ministre des Enseignements professionnels et techniques. Au titre du ministère de l'Industrie, M. Ilyas Soubako, ingénieur général industriel, matricule 636-313-B, est nommé secrétaire général du ministère de l'Industrie. M. Zoubair Ousmane Ousseini, matricule 116-51-L, est nommé directeur de l'innovation industrielle et du développement technologique au ministère de l'Industrie. Au titre du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, M. Mamalé Haj Ousmane, matricule 699-90-S, est nommé directeur de cabinet du ministère de l'Agriculture, du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage chargé des relations avec les institutions. M. Ousmane Garba, inspecteur adjoint de promotion humaine, matricule 122-901-C, est nommé secrétaire général du Conseil supérieur de la communication. Communication. Le Conseil des ministres a entendu 9 communications, 2 communications du ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes. La première communication est relative à la situation humanitaire à Toumour dans la région de Difa. Le village de Toumour a fait l'objet d'une attaque dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 décembre 2020 par des éléments des groupes armés non étatiques GAN. Cette attaque a occasionné d'énormes pertes en vies humaines et en biens matériels, mettant ainsi la population dans une vulnérabilité accrue. L'État et ses partenaires ont apporté les premiers secours et continuent d'apporter d'autres assistances tout en suivant cette situation humanitaire de près. Les premières évaluations rapides des besoins sur le site de Toumour à la suite de l'attaque font état de 4 300 ménages sinistrés, 28 000 personnes se trouvant dans un besoin d'assistance en urgence et 34 pertes en vies humaines, dont 10 enfants. En ce qui concerne les dégâts matériels, on dénombre 450 boutiques et kiosques brûlés, 1250 têtes de bétail décimées, une classe d'école détruite, 61 véhicules détruits, 5 digues endommagées, 80 moulins brûlés et 16 points d'eau détruits, dont 2 châteaux.
Sur la base de cette évaluation des besoins, des organisations humanitaires opérationnelles sont à pied d'œuvre, chacune selon son domaine, pour assister ces populations vulnérables. La deuxième communication est relative à la situation humanitaire à Tchombangu et Zarumdarey dans le département de Walam, région de Tillabéri. Dans la journée du samedi 2 janvier 2021, un groupe armé terroriste a attaqué les villages de Tchombangu et Zarumdarey dans le département de Walam, région de Tillabéri. Les assaillants se sont pris à tous ceux qui bougent, tuant 70 personnes dans le village de Tchombangu, 30 autres dans celui de Zarumdarey et blessant 26 autres personnes. Tous les greniers autour de ces deux villages ont été incendiés. On dénombre un total de 1523 ménages déplacés, dont 1473 ménages à Mangaise et 50 ménages à Tondikwindi. Ces ménages totalisent 10 600 personnes vivant dans des familles d'accueil qui sont aussi vulnérables. Une mission conduite par le Premier ministre en compagnie des ministres chargés de la Défense, de l'Intérieur et de l'Action humanitaire s'est rendue le dimanche 3 janvier 2021 dans le village de Tchombangu pour adresser au nom du président de la République les condoléances aux populations des deux villages. La mission a entretenu les populations sur le thème de la coexistence pacifique entre les communautés. La mission a pris la décision séante tenante qu'un détachement des forces de défense et de sécurité soit installé dans le village en attendant la formalisation de la présence d'une base militaire dans la zone. Pour soulager les souffrances des populations, la mission a apporté une assistance composée de 10 tonnes de riz, 20 tonnes de mil et 500 litres d'huile, 10 cartons de savon La Vie Belle, 100 couvertures, 100 moustiquaires et 100 bidons vides de 5 litres. Une somme de 10 millions de francs CFA. D'autres assistances sont en cours d'acheminement et la situation est suivie de près. La communauté internationale a conduit le mardi 5 janvier 2021 une mission conjointe d'évaluation rapide de la situation humanitaire à Walam. Cette mission a tenu une réunion qui a regroupé les autorités locales, les leaders des groupes sectoriels, les ONG présentes dans le département et le Haut Commissariat aux réfugiés. Deux communications du ministre de la Santé publique. La première communication est relative à la situation de la pandémie de la COVID-19 au Niger qui se présente comme suit à la date du 7 janvier 2021. Le RO est à 0,297 à la date du 5 janvier 2021 contre 0,273 à la date du 20 décembre 2020. L'évolution de la pandémie de la COVID-19 se présente comme suit. Stratégie de la riposte au 6 janvier 2021. Confinement. Total cas confinés 20 859. Total cas sortis du confinement 19 844. Total cas en cours d'autoconfinement 1015. Situation du point d'entrée d'Ayoru. Il faut noter la particularité de la situation du point d'entrée d'Ayoru qui se caractérise par une baisse significative des cas de COVID-19 enregistrés cette semaine au point d'entrée d'Ayoru. Une baisse significative des cas de la COVID-19 enregistrés cette semaine au niveau de la région de Tillabéri, l'ouverture d'un site de prise en charge des cas à la frontière du Mali, la réduction du trafic au niveau de la frontière en aller et retour, l'accompagnement des autorités locales dans la gestion de la situation. Les actions menées, la supervision du point d'entrée d'Ayoru par le niveau central, la mise en place d'un site de dépistage systématique avec les TDR, le déplacement du point d'entrée à Yassen, la création d'un nouveau site de prise en charge des cas, la poursuite de la mission de l'équipe multidisciplinaire d'appui à la gestion de la COVID-19 au niveau de la région de Tillabéri pour 3 semaines, la mission du comité technique national de suivi des activités de gestion de la COVID-19 à Tillabéri. Situation du foyer de COVID-19 de Galmi à partir de la première semaine de décembre 2020.
cumul de 93 cas à la date du 6 janvier 2021, soit 69% des cas de la région, dont 7 décès parmi les 8 notifiés par Tawa. 33 agents de santé infectés au niveau de l'hôpital de Galmi, avec impact sur le fonctionnement des services, fermeture du bloc opératoire et de la maternité. Une mission de supervision des activités de gestion de la COVID-19 du Comité technique national s'est rendue le 2 et le 4 janvier 2021 à Malbaza, Galmi et Tawa. Il a été relevé des insuffisances de prise en charge des cas, notamment en ce qui concerne le respect du protocole et le suivi du confinement des cas. La mission a recommandé, en accord avec le niveau régional, le transfert du site de prise en charge de l'hôpital de Malbaza. Action entreprise. Organisation de la prise en charge des cas à Galmi avec le district sanitaire de Malbaza. Isolement des cas pour leur prise en charge au niveau de l'hôpital de Galmi. Appui en intrants pour la prise en charge et en matériel pour la prévention et le contrôle de l'infection. Fourniture de tentes pour la création du site à Malbaza. Approvisionnement en médicaments et matériel de protection. Mission d'investigation du niveau régional. Mission de supervision du comité technique national à Malbaza, Galmi et Tawa. Appui financier pour la restauration, le transport et la motivation des agents. Suivi journalier de la situation au niveau régional et national. Et stratégie de prise en charge. Au total, 65 157 tests sont réalisés au 7 janvier 2021, à l'issue desquels on dénombre 3 706 cas confirmés, 2253 sorties guéries, 119 décès enregistrés, 1334 patients actifs, 127 patients en hospitalisation, dont 10 en réanimation. Aussi, au 31 décembre 2020, 3327 cas ont été enregistrés. Sur ce total enregistré, le seul mois de décembre compte 1779 cas, soit 53,4%. Afin d'augmenter l'accès et améliorer la qualité de la prise en charge, les actions suivantes ont été entreprises. Intégration de la prise en charge des cas de Covid-19 dans l'organisation des soins au sein de tous les hôpitaux nationaux et régionaux à travers la mise en place des systèmes de tri des patients, le dépistage sur place des cas avec les machines GeneXpert, la prise en charge des cas positifs et le contrôle de sortie. Mise en place d'une machine GeneXpert au village chinois pour faciliter l'accès au diagnostic pour les cas suspects. Intégration du dépistage à travers les TDR au niveau des 6 CSI pilotes de la région de Niamey. On note avec satisfaction une prise de conscience de plus en plus manifeste de la maladie par la communauté, surtout au niveau de la région de Niamey. Stratégie de prévention contre l'infection. Mise à disposition des établissements scolaires de la ville de Niamey de 450 dispositifs de lavage de mains. Décision, le renforcement de la communication, le maintien de mesures jusqu'à nouvel ordre. La deuxième communication est relative à la situation épidémiologique de la méningite. 2 foyers de méningite sont observés au niveau des aires de santé de Guézamaman et Diney dans le district sanitaire de Myria, région de Zender. À la date du 7 janvier 2021, la situation est la suivante. Guézamaman, 149 cas dont 9 décès. Diney, 223 cas dont 3 décès. Le cumul pour le district est de 372 cas dont 12 décès, soit une létalité de 3,3 décès pour 100 cas. On enregistre 308 patients guéris et 52 sous traitement. La situation est sous contrôle et la riposte en cours. La troisième communication est relative à l'attribution d'un marché public pour l'achat de produits de réanimation dans le cadre de la gestion de la pandémie de la COVID-19. Ce marché d'un montant de 1 976 578 500 francs, toute taxe comprise, a pour attributaire l'Office national des produits pharmaceutiques et chimiques ONPPC avec un délai de livraison de 90 jours. 3 communications du ministre de l'Équipement. La première communication est relative à l'attribution d'un marché public passé par demande de proposition pour le contrôle et la surveillance des travaux d'aménagement
et de bitumage de la route Dogondouchi, Dogankiria, Bagaroua, Tebaram, y compris 5 km de voirie dans la ville de Dogondouchi. Ce marché d'un montant de 1 182 662 000 francs CFA, toutes taxes comprises, a pour attributaire Germes Consulting avec un délai d'exécution de 30 mois. La deuxième communication est relative à l'attribution des marchés publics passés par demande de proposition pour le contrôle et la surveillance des travaux de réhabilitation de la route Dogondouchi, Birninkwani, Sernawa, y compris 10 km de voirie dans la ville de Birninkwani. Ce marché d'un montant d'1 554 80 000 francs CFA, toutes taxes comprises, a pour attributaire Urbatec avec un délai d'exécution de 31 mois. La troisième communication est relative à l'attribution d'un marché public passé par demande de proposition pour le contrôle et la surveillance des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Malbaza-Dabounou, 33 km, y compris la bretelle de Nobi. Ce marché d'un montant de 855 18 000 francs CFA, toutes taxes comprises, a pour attributaire l'AMCO Ingénierie avec un délai d'exécution de 19 mois. Une communication du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation relative à l'attribution d'un marché public passé par appel d'offres ouvert national pour les travaux de construction d'un amphithéâtre de 1000 places à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines. Ce marché d'un montant de 1 059 127 216 francs CFA, toutes taxes comprises, a pour attributaire l'établissement Alpha Oumarou et Fils avec un délai d'exécution de 8 mois. Les 5 dernières communications sont faites à titre d'information conformément aux dispositions de l'arrêté 107/PM/RNP du 1er août 2019 fixant les seuils dans le cadre de la passation des marchés, qui dispose en son article 13 tout marché public dont le montant est égal ou supérieur à 500 millions de francs CFA hors taxe sur la valeur ajoutée doit faire l'objet d'une communication préalable en Conseil des ministres de la part du ministre en charge du secteur concerné. Merci Nadia. A noté par ailleurs que le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mamadou, a signé un décret portant nomination au grade supérieur au titre de l'avancement normal pour l'année 2021. Les officiers de la garde nationale du Niger, GNN, dont les noms suivent pour compter du 1er janvier 2021. Au grade de lieutenant-colonel, le chef de bataillon et le chef d'escadron, Issoufou Harouna, matricule au ASM, Ali Ouedrago Mamadou, matricule au ASM. Au grade de capitaine, les lieutenants Moustari Isaka, matricule au ASM, Abdallah Salah Mohamed, matricule au ASM, Abou Bakrina Asadik Adina, matricule au ASM, Amadou Malozan, matricule au ASM, Rabiou Moussa Davda, matricule au ASM, Salifou Ibrahim, matricule au ASM. Au grade de lieutenant, les sous-lieutenants Ali Maman Magaji, matricule au ASM, Moukela Soumana, matricule au ASM, Maman Sabiou Salissou Abba, matricule au ASM, Oumarou Tchemogo Hamidou, matricule au ASM. Au grade de sous-lieutenant, l'aspirant Nouhou Idrissa, matricule au ASM. Le président du comité d'organisation de la fête tournante du 18 décembre, édition 2020 d'IFA Ngla, a entrepris depuis hier une série de visites des infrastructures devant abriter les festivités dans la région de Difa. Abdoulaye Marouma, à travers ces visites, s'est inquiet de l'état d'avancement des travaux dont la plupart sont déjà achevés et prêts à accueillir l'événement. Mahmoud Idrissa Maïga, Hamidou Abdoulaye, Ibrahim Fall. Accompagné par une forte délégation et plusieurs équipes de presse nationales, publiques et privées, le président du comité d'organisation de la fête de la République, édition 2020 d'IFA Ngla, Abdoulaye Marouma, a tenu à visiter les différentes infrastructures réalisées et celles en cours de réalisation devant abriter les festivités. Tout d'abord, le portique d'entrée de la ville de Difa, une infrastructure imposante avec ses poutres en sabre beriberi et sa voûte soutenant la statuette de Chati Maganga et son algaïta.
un portique qui reflète l'architecture traditionnelle de la région. Ensuite, la délégation s'est rendue au niveau de la résidence présidentielle équipée de toutes les commodités requises et pouvant accueillir jusqu'à 5 chefs d'État pour la circonstance. Une salle de banquet de 150 places, un groupe électrogène de 150 kVA et un terrain omnisport aménagé. L'ancienne case de passage présidentielle totalement rénovée et équipée servira désormais de nouvelle résidence au gouverneur de la région de Difa. La deuxième étape de la visite, la tribune officielle dont les travaux sont également terminés, elle comporte un salon présidentiel et 2 salons ministériels, outre ces 1500 places réservées au public. À la différence des autres tribunes, celle de Difa sera mise en profit à travers des restaurants et cafétérias pour générer des fonds et faciliter l'entretien. Une innovation fruit de l'ingéniosité du comité d'organisation de Difa Ngla. Troisième étape de la visite, le site des logements VIP construits par des sociétés d'État partenaires du comité d'organisation de la fête Ngla. Il s'agit des villas de la Nigélec, de l'ARCEP, de la Sonidep, de Niger Télécom et de la Caisse nationale de sécurité sociale. Tous équipés et fin prêts pour recevoir les invités. Toujours par rapport au logement, les ressortissants de la région de Difa ne sont pas restés en marge de l'organisation. En effet, suite à l'appel du comité d'organisation, un site d'environ de 13 hectares a été aménagé et mis à la disposition des particuliers qui ont engagé des constructions. Plus de 100 logements pour contribuer à rendre encore plus belle la fête de Difa. Cette cité comprend un supermarché, une pharmacie et un hôtel, des chantiers en cours de réalisation et dont les travaux avancent normalement malgré le contexte difficile d'insécurité. Une situation qui de toute évidence n'est que mauvais souvenir pour la ville de Difa. La délégation s'est ensuite transportée au niveau du complexe hôtelier du 18 décembre, totalement rénové. Là également, ce sont environ 45 chambres équipées qui seront à la disposition des invités. Au terme de cette visite, le constat se dégage à tout point de vue. Le premier est que la région de Difa a été dotée d'infrastructures conséquentes pour accélérer son développement. Et le second, la région de Difa est prête à recevoir les festivités de Difa Ngla, et c'est là, conformément à l'engagement du président de la République, Issoufou Mahamadou, de poursuivre les travaux et d'organiser la fête dans un bref délai. D'autre part, les travaux de construction de la nouvelle arène des Jeux traditionnels de Maradi sont presque achevés. Ces travaux sont aujourd'hui à un niveau d'exécution de 99%. Reportage à Hankourao Hassan et Nassirou Nakakel. Débuté il y a environ moins d'une année, les travaux suspendus plusieurs fois pour des raisons inhérentes à l'entreprise GSL qui sous-traite avec l'entreprise chinoise CNPC d'Agang sont presque achevés. Selon le directeur régional des domaines de l'urbanisme et de logement par intérim Abdoulaye Garba, les travaux de la nouvelle arène de Maradi sont terminés, hormis quelques retouches et autres apports techniques pour embellir davantage ce chef-d'œuvre architectural. L'état d'avancement des travaux de construction de la nouvelle arène de lutte traditionnelle de Maradi, nous sommes pratiquement à 99%. Le chantier a connu une longue histoire. Ensuite, à la dernière reprise des travaux, et quand même l'entreprise a pu terminer ses travaux. La réception provisoire de ces travaux soit prononcée dans la première quinzaine du mois de janvier 2021, Inch'Allah. La nouvelle arène est un point d'outils unique en son genre sur toute l'étendue du territoire. Il y a toutes les commodités idoines permettant aux acteurs et aux spectateurs d'y être à l'aise. Une arène de 5000 places assises est un joyau qui a coûté environ 2 297 445 902 francs CFA. Elle sera réceptionnée selon les techniciens à mi-janvier 2021. Le maître d'œuvre Abdoulaye Garba, directeur régional par intérim, s'est réjoui du travail colossal abattu par l'entreprise GSL. Comme de nuit n'a ménagé aucun effort pour livrer ce chef-d'œuvre architectural. Cette nouvelle arène est dotée de plusieurs logements pour les compétiteurs, les arbitres et les entraîneurs des équipes hautes. Rien n'a été oublié. La commercialisation des céréales dans la région de Zinder est présentement en plein essor. Dans le cadre de la série de reportages, nos reporters de la station régionale de Zinder se sont intéressés à cette activité très rentable. Hawa Ali Abdraman Mazou.
La période d'abondance des céréales rime avec diverses activités génératrices de revenus, comme pour ces revendeurs de produits céréaliers qui, en ville ou encore sur le marché, choisissent leur lieu stratégique pour maximiser ces transactions. On achète le mil à 500 francs, voire 525 la mesure. Quant au sorgho, la mesure s'achète à 375 ou 400 francs CFA. Pour ce qui est de l'arachide, sa mesure est à 325 deux fois ou 350 francs CFA. À travers cette fonction d'acheter et revendre, appelée communément Tankachere ou revendeur, on arrive à s'en sortir. Notre métier consiste, en ville ou au village, d'acheter auprès des producteurs et revendre après. Deux fois, on gagne quelque chose, un autre jour, c'est le contraire. Dieu merci, on arrive à subvenir aux besoins de nos familles. Chaque jour du marché, ces acheteurs en gros se ravitaillent auprès des villageois périphériques de la ville du Zender. Nous, en tant que producteurs, on amène notre production composée du mil, sorgho, niébé et arachide en ville pour vendre aux commerçants et deux fois aux consommateurs. Avant de venir en ville, on a déjà les échos des prix des céréales sur ce marché grâce aux réseaux sociaux. Présente depuis la nuit des temps, cette activité constitue une chaîne qui alimente ce commerce, du producteur jusqu'au petit détaillant du quartier. Dans la région d'Ottawa, c'est le phénomène du changement climatique qui a attiré l'attention de nos reporters. Tahirou Hassan Abdelkader et Mamadou Agoumo nous font découvrir les impacts de ce phénomène climatique sur la santé humaine au Niger. Au Niger, le climat structure l'année en 3 saisons principales, à savoir une saison chaude qui dure de mars à mai, lui succède une saison de pluie entre juin et septembre et enfin vient une saison plus fraîche qui débute en novembre et dure jusqu'en février. Cette année, le Niger enregistre en cette période de janvier un changement de température. Le mois de janvier, on a constaté que les températures sont en train de monter. Par exemple, le mois de décembre passé, là, on a enregistré un minimum absolu de 13,7 qui est inférieur très inférieur même par rapport à l'année passée. Donc ce phénomène est dû au changement climatique. Ce changement climatique auquel fait face le Niger n'est pas sans conséquence sur la santé humaine. Si on dit augmentation des températures, ce qui veut dire qu'il y a aussi les maladies non transmissibles comme les affections cardiovasculaires, donc l'hypertension artérielle, le diabète et autres. Donc ces maladies aussi actuellement nous les vivons. En dehors de ça aussi, nous enregistrons les cas de méningite que vers la période de mars-avril où il y a la plus haute température. Mais maintenant, nous sommes en train de commencer à enregistrer ces cas, plus particulièrement dans certaines de nos régions, comme dans la région de Zender. On a enregistré dans le département de Myria, dans 2 aires de santé. Vu les différentes menaces qui guettent les populations avec le changement climatique, il serait préférable de se protéger et de protéger les enfants qui sont des êtres fragiles et vulnérables. Le secteur de l'artisanat connaît depuis un certain temps des difficultés dans la région d'Agadez, une situation liée entre autres au ralentissement du tourisme. C'est ce que nous relèvent Al-Gabid Assadek et Bachir Haouna dans ce reportage. Les atouts en matière d'œuvres artisanales de la région d'Agadez dépassent nos frontières. La croix d'Agadez et bien d'autres produits fabriqués grâce à la dextérité, au savoir-faire de nos artisans chevronnés à la tâche en demeure une parfaite illustration. De nos jours, ce domaine est en difficulté, comme nous le souligne le directeur régional du tourisme et de l'artisanat. Tous les artisans qui partent en Europe avec les articles qu'ils amènent et ne reviennent pas avec même une seule boîte. Cela veut dire que notre artisanat est reconnu sur le plan mondial. Mais depuis un certain nombre d'années, avec les crises successives qu'a connues la région d'Agadez et puis le ralentissement du tourisme, le secteur de l'artisanat aussi a suivi cet effet d'entraînement, ce qui a fait que, certes, les techniciens sont là,
Et les artisans sont là, la production est là, mais on constate une certaine mévente parce que les principaux clients qui sont les touristes, ils se font de temps en temps rares. Il y a aussi un autre facteur qui est venu depuis 2019 créer des problèmes pour les artisans. Il s'agit de la fameuse maladie qu'on appelle coronavirus. Les gens ne voyagent pas. Donc, les artisans ont produit pas mal d'articles, les ont stockés. Là aussi, ça a impacté sur le peu de chiffre d'affaires qu'ils font. Ils se sont retrouvés comme ça avec leurs produits sans acheteurs. Un artisan témoigne sur les difficultés qu'il rencontre. Je suis artisan, je fabrique des bijoux en argent et en alliage aussi. Et ça me fait aujourd'hui quelque chose de 16 ans que j'exerce ce métier. On appelle envers l'État d'ouvrir les portails à tous les partenaires qui veulent investir au niveau de l'artisanat pour aider les artisans. Parce que les artisans ont des difficultés et ils n'arrivent même pas à s'en sortir présentement. Cette situation est aussi difficile pour ce revendeur. On n'arrive pas à vendre suffisamment pour faire de l'argent. Tout ce que nous fabriquons en métal, il peut rester à peine 10 ans d'années. Et puis, ça ne donne pas des maladies que nous craignons sur les pacotis que les femmes nigériennes aujourd'hui l'utilisent. La valorisation des produits artisanaux à travers la consommation locale préconise cet acteur du domaine comme solution alternative. S'il y avait des consommations locales, ça peut aider les jeunes à rester développer leurs idées. Il est évident de s'apercevoir que le secteur de l'artisanat se doit d'être valorisé par les populations nigériennes d'abord, sans oublier la création des voies et moyens permettant sa redynamisation au regard de son caractère de prestige et des importantes ressources qu'il engendre pour l'économie locale et nationale, ainsi que son envergure de facteurs pouvant empêcher l'immigration des jeunes. Les résultats des examens virologiques de ce jour, 8 janvier 2021, se présentent comme suit. Ici au Niger, 41 cas positifs, dont 11 chez les demandeurs de tests PCR Covid-19 pour voyage et 30 chez les alertes. Sur 344 tests réalisés à la Covid-19, dont 18 de sexe féminin, 23 de sexe masculin. Ces cas positifs se répartissent comme suit: 23 au niveau de la région de Niamey, 12 au niveau de la région de Tawa, 3 au niveau de la région de Maradi, 1 au niveau de la région de Tilaberi, 2 au niveau de la région de Dosso. 6 décès enregistrés répartis comme suit: 5 au niveau de la région de Niamey et 1 au niveau de la région de Tawa. À ce jour, sur 65 501 personnes testées, 3 747 sont déclarées positives à la Covid-19, parmi lesquelles 2311 guéris, 125 décès, 1311 cas actifs, 113 en hospitalisation, dont 7 en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire, avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises. Le port de masques, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toute